Bonjour à tous, à toutes. On va commencer donc avec une première séance sur toutes égales et tous égaux face à l'écologie, la justice environnementale. Donc avec Catherine Larère, qu'on remercie encore pour sa disponibilité sa présentation. Très rapidement, je dis vraiment deux mots, mais il y a une semaine, en fait, il y a eu, vous savez, l'affaire du siècle qui est passée devant le tribunal administratif. Donc ça, c'est juste pour faire une petite accroche. On est entre profs de SES, donc on fait des accroches. Il y a une action judiciaire qui est lancée par quatre ONG, Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Oxfam, contre l'État pour ne pas avoir respecté la trajectoire des réductions des émissions de gaz à effet de serre qu'il avait lui-même fixées, notamment à l'accord de Paris, etc., etc. Donc c'est intéressant de montrer comment en fait on a des mobilisations militantes et politiques qui portent des revendications de justice environnementale, non seulement auprès de l'institution judiciaire, mais en invoquant des principes de justice. Et donc, avec Catherine Larère, nous allons voir quelles sont les inégalités face aux dégâts environnementaux, bien sûr, mais quels sont les principes de justice distributive qu'il est possible d'invoquer pour traiter de ces questions-là. Alors, Catherine Larère, on est très content d'avoir vos contributions, puisque vous êtes philosophe et professeur émérite de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles technologies. On peut citer dans les publications récentes, vous avez tous reçu normalement, Igor et l'équipe Olivier Louaille, etc., ont fait une bibliographie. Vous avez notamment paru très récemment, donc il y a un livre avec Raphaël Larère, Le pire n'est pas certain, où vous revenez sur ces questions du catastrophisme, mais aussi de la collapsologie, etc. Donc c'est très intéressant. Et avec Rémi Beau, vous avez aussi contribué à un ouvrage sur Penser l'Anthropocène en 2018, et également donc, il y a un ouvrage sur les inégalités environnementales en 2017. Voilà, donc parmi les autres références possibles. Voilà. Je vous passe la parole tout de suite. Je vous invite tous à poser les questions donc, pendant l'intervention de Madame Larère via le chat. Et j'essaye au maximum de relayer le plus possible de questions. Parfois, quand il y a la même question, je la relaye voilà, en synthétisant. Merci. À vous, Madame. Ok, merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité et d'avoir fait ce stage qui a l'air tout à fait passionnant. Donc, je vais me mettre en partage d'écran pour annoncer ce que je vais dire. Donc, voilà. Donc, effectivement, le titre vous a été donné, tous et toutes égaux et égales face à l'écologie et les enjeux de la justice environnementale. Et je vais tout de suite repartir de ce qui était dit dans l'introduction, c'est-à-dire finalement, quand on parle de justice environnementale, il y a en fait une double référence. Il y a une référence d'une part, et je pense que le sens est premier. C'est comme ça qu'apparaît l'expression de justice environnementale pour désigner un certain nombre de mouvements de lutte liés à des questions écologiques, mouvements qui sont apparus avec beaucoup de force aux États-Unis, c'est pourquoi on renvoie généralement aux États-Unis, mais l'idée que l'idée de justice environnementale, la notion de justice environnementale et renvoie à ces mouvements, vous la trouvez encore dans le travail que fait un économiste catalan, Joan Martinez Allier et son équipe à l'Université autonome de Barcelone, où ils font une carte mondiale des conflits écologiques et ils la présentent sous le nom de Atlas de justice environnementale. Et puis de l'autre côté, et c'est ce qui vous était dit dans la présentation, il y a effectivement parlé de justice environnementale, c'est disons faire s'interroger sur ce que seraient les principes d'une justice environnementale, les principes d'un ordre environnementalement juste, pourrait-on dire, et ces principes sont généralement inspirés des théories existantes de la justice. Je, je développerai tout ça, bien entendu. Donc la question qui se pose, c'est que les mouvements de justice environnementale, donc dans leur origine historique aux États-Unis ou dans bon, que ce soit effectivement l'affaire de tous ou un certain nombre de mouvements, font apparaître effectivement des inégalités. D'autre part, il y a une très vieille définition de la justice qu'on trouve chez Aristote qui consiste à dire le juste, c'est l'égal.
La question qui se pose, c'est est-ce que le type d'égalité auquel se réfèrent les théories de la justice, et en particulier les théories distributives de la justice, est-ce que c'est de ce type d'égalité qu'on a besoin pour répondre aux inégalités environnementales? Quel rapport négatif ou positif y a-t-il entre les revendications que font apparaître les mouvements de justice environnementale et les principes de justice auxquels on peut se référer? Donc voilà la question on va se poser. Alors, avant de vous annoncer comme, comme il faut faire et comme on fait et comme on nous a tous appris à faire, à vous annoncer le plan, je voudrais simplement signaler, et notre affaire à tous peut être aussi un moyen de faire référence à ça, que ce qu'on entend par justice climatique, on peut dire que c'est un sous-ensemble de la justice environnementale et que ça a aussi cette double référence de mouvement, hein, toutes les manifestations qui se sont déroulées avant la COP 21 en 2015 sur pour préparer, enfin pour peser sur cette COP, on a parlé de mouvement de justice climatique. D'autre part, on peut se demander dans quelle mesure l'accord de Paris correspond à des principes de justice climatique. Alors, c'est un sous-ensemble avec des caractéristiques particulières. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de justice climatique, je vais vous parler plus généralement de la situation environnementale. Mais bien évidemment, si vous voulez poser des questions sur la justice climatique, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, venons-en au plan que je vous présenterai. Donc, ben, d'abord, ces inégalités, hein, tous et tous égaux, égales devant l'écologie, ben non, il y a des inégalités, quelles elles sont, comment on les caractérise. Et comme il m'a aussi été demandé de faire, je renverrai autant que possible aux travaux existants sur la question. Et puis, ensuite, que je divise en deux, le deuxième aspect que j'aborde, c'est-à-dire est-ce que les principes de justice dont les théories de la justice nous permettent de disposer, est-ce que ces principes de justice répondent aux questions soulevées par les inégalités environnementales? Si vous voulez, il y a deux façons de concevoir la justice, hein. On peut faire de la philosophie, j'ai cité Aristote, bon, j'en citerai d'autres, hein. On peut construire la théorie d'un ordre juste, et puis on peut se dire que ben, la justice, on y pense quand on éprouve l'injustice. On éprouve l'injustice là où on rencontre des inégalités. C'est ces deux expériences de la justice, l'une à partir de l'injustice, l'autre à partir d'expériences de pensée que je voudrais confronter. Alors, si je fais deux parties pour le deuxième temps, hein, quelle justice pour les inégalités environnementales, c'est que si effectivement les théories de la justice, et particulièrement actuellement, sont des théories de la justice distributive, il n'est pas du tout certain que, les questions environnementales, les inégalités environnementales correspondent, soient solubles dans les théories de la justice distributive. Et c'est pourquoi je vais envisager ça en deux parties, hein. Est-ce qu'il s'agit de justice distributive ou de justice participative? J'expliquerai de quoi il s'agit. Et si on parle de justice distributive, ben, qu'est-ce qu'on distribue exactement? Donc voilà les trois points que je voudrais développer. Alors, bon, nous aussi, on a des accroches en philo, hein. Donc, l'accroche, ça sera ce qu'on peut, il n'y a pas de point de départ absolu, mais enfin, ce à quoi on renvoie généralement quand on parle de la justice environnementale comme d'un ensemble de mouvements populaires et militants. On fait allusion à toute une série de mobilisation militante, hein, grassroots en anglais, de mobilisation militante qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 80 autour principalement de questions de pollution. Et une des références, bon, vous comprendrez plus tard pourquoi c'est celle-là que je prends, bon, mais c'est une de celles dont on parle le plus, c'est ce qui se passe en Caroline du Nord, donc dans le sud des États-Unis, dans le comté de Warren, dans le comté donc, de Caroline du Nord, d'une petite communauté rurale, la communauté de Afton, qui se mobilise contre le projet d'implantation d'une usine géante de déchets sur le territoire de cette communauté.
Et ce mouvement, hein, donc, qui sert de référence, euh, et puis quantité d'autres, je vous dis, il y en a un qui est très connu, Love Canal, alors là c'est au nord des États-Unis, c'est près de Buffalo, donc c'est près de la frontière avec le Canada. C'est aussi des habitants qui découvrent que leurs habitations, et en particulier l'école, sont construits sur des sols saturés en polluants, en PVC, et que ça explique quantité de maladies qui se développent avant d'accueillir les enfants et qui se mobilisent là-dessus. Mais ça aboutit en 1991 à ce que se tienne à Washington le premier sommet des peuples de couleur, je traduis, et qui va adopter des principes de justice environnementale. Donc vous voyez, on est bien dans cet aller-retour entre des mobilisations sur des questions de justice environnementale et l'interrogation, le questionnement sur des principes de justice. Il y en a qui sont formulés dans ce premier sommet. Alors précisons, pour voir que ça fait apparaître la question des inégalités, bon, c'est quoi la communauté d'Afton dans le comté de Warren en Caroline du Nord? Eh bien, je cherche les références précises, hein, je parle à des économistes, donc de temps en temps, il faut que je donne des chiffres. Bon, ben, la population d'Afton était à 84% afro-américaine, et le comté de Warren, où se trouvait le plus fort pourcentage d'Afro-Américains de toute la Caroline du Nord, était particulièrement frappé par la pauvreté et le chômage. Donc, vous avez, quelle est l'inégalité? C'est que vous avez des populations particulièrement, disons, vulnérables, hein, de fait pour des raisons à la fois économiques, sociales, ethniques, et c'est là que va s'implanter une usine de déchets. Donc l'idée, ce que fait apparaître cette question, c'est que si tout le monde si on est tous confrontés à des dégradations environnementales et au risque que ces dégradations environnementales provoquent, tout le monde n'est pas confronté de façon égale. Donc, à partir, si vous voulez, de ces mouvements américains qui vont euh, avoir pour résultat toute une série d'enquêtes à la fois gouvernementales, hein, on crée une agence gouvernementale à ce moment-là, mais aussi une mobilisation. Et comme il y a une dimension ethnique, hein, c'est les populations afro-américaines, on va parler de racisme environnemental à ce sujet. Il va y avoir toute une série d'études sur ce qu'on va appeler des inégalités environnementales. Et petit à petit, ces études vont être portées dans d'autres pays, en particulier en Europe. Hein, ça arrive en Europe en transitant, comme souvent, par la Grande-Bretagne. Puis, il y a des études qui vont être développées en France. Et je ferai allusion tout à l'heure, ou tout de suite même, aux travaux d'Éloi Laurent, qui va vous parler aujourd'hui, et qui a beaucoup travaillé sur cette question, et puis aussi de Lucas Chancel, hein, qui est bon, je ne pense pas qu'on voit grand-chose si je montre le livre, mais enfin, bon, qui a écrit Insoutenables inégalités, hein, qui a été publié je crois que c'est en 2017. Ouais, en 2017 au Petit Matin, qui est aussi une étude de référence sur les inégalités environnementales. Alors, je fais une parenthèse là. Je signale également que j'ai pris des références bibliographiques précises, hein, parce que ça m'avait été fait quand on m'a demandé d'intervenir. Elles sont sur mon PowerPoint, mais elles sont dans ce que vous ne voyez pas sur l'écran. Elles sont aussi dans le synopsis que j'ai sous les yeux, donc je peux vous les envoyer, hein, si vous voulez. Je peux vous communiquer le PowerPoint où il y a la plus grande partie des références. Je peux aussi vous les envoyer. Bon, donc, hein, un point de départ aux États-Unis, ça lance toute une série d'enquêtes. Arrivons en France, où bon, il y a des enquêtes avant, celles que font Éloi Laurent et Lucas Chancel, mais en fait, pendant longtemps, on s'en est pas beaucoup occupé. Et donc, on commence un travail d'études plus systématiques des inégalités environnementales. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors,
Bon, je vais résumer rapidement les acquis. Hein, je vous dis, c'est essentiellement, puis il y en a des plus précises, hein, mais vous avez dans la bibliographie que vous a transmise Éloi Laurent, il y a des références. Donc, on va les classer. Hein, on va faire une typologie des inégalités environnementales. Donc, entendez par inégalité environnementale hein, l'inégalité devant les risques environnementaux. Donc, on va distinguer entre les inégalités d'exposition et on va classer les inégalités d'exposition soit suivant les éléments, hein, c'est assez amusant parce que c'est une vieille histoire. Hein, donc, l'air, l'eau et le sol, simplement le feu, là, maintenant c'est la chimie, ou suivant les agents polluants. Et la pollution chimique hein, joue un rôle extrêmement important, mais pas seulement. Penser à la question du bruit, hein, à tout ce qui a pu se faire autour des aéroports, et en particulier dans la région parisienne, Roissy et Orly, et l'exposition au bruit et le type de problème que ça se pose. Alors, à côté des inégalités d'exposition, on va montrer qu'il y a un autre type d'inégalité, qui sont les inégalités d'accès, et il y a deux types de ce point de vue-là d'inégalité d'accès. Il y a l'inégalité d'accès aux ressources de base. De ce point de vue-là, comme il apparaît dans les tableaux statistiques, quand il y a un état mondial des inégalités, hein, il y en a un qui est publié tous les ans, l'importance de l'eau, hein, l'extraordinaire inégalité d'accès à l'eau et à quel point les pays, les populations toujours hein, les plus vulnérables, ça se marque hein, par la difficulté d'accès à l'eau, c'est-à-dire aussi bien l'accès à l'eau potable, hein, bon, partie importante de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, que les questions d'évacuation des eaux usées, de connexion à des eaux permettant de se laver, permettant de se nourrir, etc. Mais il y a aussi, et c'est important, et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est important, et en particulier sur la question de la biodiversité, il y a aussi une inégalité d'accès à. Bon, vous êtes économiste, vous savez ce qu'on entend par aménité, hein, donc les avantages. Hein, et à quel point, par exemple, le fait d'être à proximité d'un espace vert, d'avoir facilement accès à ces espaces verts, devient hein, de plus en plus difficile et a tendance à être accaparé par les plus riches. Donc, si vous voulez, ça veut dire ça que les inégalités, elles se creusent par le bas, les plus pauvres sont les plus exposés, mais elles se creusent aussi par le haut, parce que les plus riches, les plus favorisés, etc., sont ceux qui ont tendance à monopoliser, à se réserver les accès positifs à l'environnement. Alors, à ça, il faut ajouter deux types d'inégalités. C'est que, bon, jusqu'au ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est bon, les risques, c'est l'exposition aux conséquences non intentionnelles du développement technique et économique. Mais on en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, le fait aussi que les politiques publiques écologiques hein, ont des effets inégalitaires. Et de ce point de vue-là, bon, la question de la taxe carbone, hein, on a parlé d'impôts régressifs, et il y en a d'autres. Et il y a aussi des exemples inverses. C'est-à-dire que très souvent, quand on construit des quartiers écologiques, ben, ce n'est pas accessible aux plus pauvres. On ne les construit pas pour les plus pauvres. Dernière distinction sur laquelle je reviendrai un peu, c'est jusqu'à présent, je vous ai parlé des inégalités subies. Hein, c'est celles qui vous tombent dessus. Mais on peut aussi s'interroger sur des inégalités que l'on induit, c'est-à-dire l'idée que les populations ou les individus contribuent inégalement au développement des inégalités environnementales. Hein, c'est l'histoire de l'empreinte écologique et le fait que les pays du Nord ont une empreinte écologique donc détériore beaucoup plus que les pays du Sud. Alors, on a parfois proposé, Syria et Melianov, on a parfois proposé de distinguer inégalité subie, on a parlé d'inégalité environnementale, et inégalité causée, on a parlé d'inégalité écologique. La distinction ne s'est pas imposée et elle est parfois,
savez, environnemental et écologique, on a les deux mots et souvent on leur prête des sens différents, mais ce n'est pas forcément le même. Donc je vous signale, mais je n'insiste pas. Alors, il y a aussi l'extrême étendue, la diversité des cas que concernent les inégalités environnementales. Donc, ça vaut autant pour, il y a, si vous voulez, exposition, on subit de façon inégale les effets des problèmes écologiques. Ça vaut aussi bien pour les événements extrêmes, cyclones, sécheresses, etc., tremblements de terre. On parle toujours de Katrina, hein, le cyclone qui a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005, ben, ceux qui ont le plus souffert, c'était encore une fois les populations afro-américaines qui étaient à la fois plus vulnérables à l'inondation et moins résilientes. Elles ont mis plus de temps à retrouver des habitations. Mais bon, j'ai toutes les mobilisations de justice environnementale dont j'ai parlé aux États-Unis étaient beaucoup plus sur des problèmes de pollution quotidienne, hein, auxquels exposaient les rapports aux pollutions en particulier. Ça vaut aussi bien, j'ai parlé de Katrina, pour l'inégalité devant des catastrophes naturelles, comme celles qui sont dues aux conséquences des actions techniques humaines, les pollutions, mais vous savez que la question écologique, c'est que la distinction, elle est de moins en moins claire à faire, hein, il y a de moins en moins de catastrophes proprement naturelles. Et d'autre part, bah, les catastrophes technologiques passent par des processus naturels. Donc, la distinction, bon, il faut la faire, mais c'est une polarité, pas une distinction. Et puis, dernier point, même si je vais vous parler essentiellement des inégalités à l'intérieur d'un pays, ça vaut au niveau international comme à l'intérieur d'un pays, hein. Bon, au niveau international, là aussi, c'est bien connu que les pays les plus frappés pour des causes de vulnérabilité, de plus grande vulnérabilité, de moindre résilience par le changement climatique, c'est les pays pauvres des zones tropicales. Hein, alors que, bon, alors c'est en train de changer parce que plus personne n'échappe, mais on est d'autant plus frappé qu'on est dans certaines régions géographiques, les régions tropicales, les fameuses petites îles du sud du Pacifique, et donc on est à la fois plus vulnérable et moins résilient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point? Vous voyez que les inégalités environnementales, ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités, au sens où ça renverrait, ça frapperait une catégorie de... Pourquoi j'ai perdu mon... Voilà. Au sens où ça frapperait une catégorie de population qu'on n'aurait pas distinguée jusque-là, hein. On peut dire que les inégalités environnementales, c'est la dimension environnementale des inégalités sociales. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça donne une caractéristique nouvelle aux inégalités sociales. Là où toute la question sociale, depuis le 19e siècle, se focalise sur le travail, c'est pour ça que j'ai dit l'usine, hein, on voit que s'intéresser aux inégalités environnementales comme dimension sociale comme dimension environnementale des inégalités sociales, c'est prendre en considération l'ensemble d'un milieu de vie et pas uniquement se polariser sur l'emploi, sur le travail. C'est pourquoi la définition qu'on donne, la définition économique qu'on donne généralement des inégalités, c'est-à-dire l'inégalité de revenus et l'inégalité de patrimoine, ne permet pas de définir, de saisir les inégalités environnementales. Et donc, je renvoie à vos compétences qui ne sont pas les miennes, hein. On a besoin, pour les caractériser, mais c'est ça le travail d'Édouard Laurent, de Lucas Chancel, on a besoin de nouveaux indicateurs mais j'ajouterais, dans ces indicateurs, par exemple, il y a beaucoup plus des questions de santé, hein, que dans la façon dont généralement on appréhende les inégalités sociales. Mais moi, j'ajouterais, et quand on arrive à l'environnemental, et si on prend l'exemple du bruit,
On n'a pas besoin uniquement d'évaluation quantitative. Hein. L'exposition au bruit, ce n'est pas uniquement une question de décibels, ça a été très souvent montré. Donc, concluons, je me rends compte que je vais trop lentement. Concluons là-dessus. Je cite Dale Jamieson, qui est un philosophe américain spécialiste de questions environnementales, quand il dit, hein, c'est quoi la question de justice que posent les inégalités environnementales? C'est, dit-il, les pauvres, je traduis, hein, les pauvres ou les plus défavorisés souffrent de façon disproportionnée. Hein, c'est ça l'inégalité, c'est cette façon de souffrir de façon disproportionnée d'une pollution environnementale produite par la société dans son ensemble, j'ajouterais produite plus précisément par les plus riches et les plus puissants. Donc, pourquoi est-ce que c'est un problème de justice? Parce que toutes les inégalités ne sont pas injustes. Les inégalités injustes, c'est celles auxquelles nous n'avons pas contribué, qui nous sont imposées ou que nous n'avons pas consenti. Or, c'est bien le cas, hein, ce n'est pas le résultat de choix délibérés. On souffre de ce que l'on n'a pas fait, de ce point de vue, c'est injuste. Et je dirais, c'est pourquoi on peut parler d'injustice au carré, on en souffre d'autant plus qu'on y a le moins contribué. Hein, c'est l'histoire des gens qui habitent au Bangladesh, dans les deltas du Bangladesh ou les îles Tuamotu, bon, et qui sont ils sont d'autant plus frappés qu'ils sont moins responsables de ce qu'ils ont fait. Donc il y a là une double inégalité. Donc, concluons cette première partie. Hein. Tous égaux face à l'écologie, toutes égales, eh bien non, non. Tout le monde est frappé, mais effectivement, hein, nul n'échappe aux effets des dégradations environnementales dans leur diversité, mais les plus pauvres, qui sont aussi les plus vulnérables et les moins résilients, ils sont exposés beaucoup plus que d'autres. Hein. C'est ce que le terme un peu neutre de disproportionné signifie. Donc, venons-en à mon deuxième temps, qui se divisera en deux demi-temps, qui sont à partir de quel principe de justice on peut réfléchir à une réponse possible, hein, à ces inégalités. Alors, la justice environnementale, si je peux dire, dans les manuels d'écologie politique, je pense, bon, c'est dans ma bibliographie, hein, je pense aux travaux d'Andrew Dobson, hein, qui sont relativement anciens, je cite un livre de 1998, là, mais qui servent un peu de référence. On définit la justice environnementale comme la distribution des bénéfices et des coûts. Alors, quelquefois, je traduis, hein, coût, c'est cost, mais quelquefois, c'est burdens, ou burden, j'y reviendrai. Hein. Donc, la distribution des bénéfices et des coûts environnementaux au sein de la communauté politique et les principes de cette distribution. Autrement dit, vous avez une définition distributive de la justice, ce qui n'est pas étonnant, étant donné que les théories philosophiques, mais auxquelles on fait référence actuellement, se présentent comme des théories de la justice distributive. Alors, je vous donne là la référence absolue en matière de théorie contemporaine de la justice, hein, qui est le livre de Rawls, Théorie de la justice, écrit en 1971, traduit en français en 1987, qui est bien une théorie de la justice distributive. Hein. C'est ce que Rawls définit de la justice comme équité ou fairness. Hein. L'équité, c'est cette forme d'égalité dans la distribution. Alors, la question que je voulais poser, donc, c'est, mais est-ce que ça marche? Hein? Est-ce que ces principes de la justice, c'est ceux dont on a besoin d'appliquer dans les cas d'injustice environnementale, donc de revendication de justice environnementale dont je vous ai parlé. Alors, si j'ai commencé en faisant référence à ce qui s'était passé dans la communauté d'Afton en Caroline du Nord dans les années 80,
c'est que, ce qui n'est pas souvent le cas, ça a donné lieu à la réflexion, hein, ce mouvement de justice environnementale de la communauté d'Afton, de cette petite communauté rurale afro-américaine, a donné lieu à ce que j'appellerais de la philosophie de terrain, hein, c'est-à-dire une philosophe qui réfléchit sur ce qui se passe et qui élabore une réflexion. Alors, cette philosophe, vous ne la connaissez peut-être pas. Elle s'appelle Iris Marion Young. Elle est malheureusement morte maintenant. Et elle est l'autrice de plusieurs livres de théorie de la justice. Mais là, c'est un article qu'on trouve très facilement, hein, sur Internet, qui n'a pas été publié dans les recueils d'articles, mais bon, qui n'est pas difficile à trouver, hein, et donc qui s'appelle Justice et déchets dangereux, et qui est, vous voyez, publié dans une revue, disons de philosophie appliquée, moi ce que je préfère appeler philosophie de terrain. Et qu'est-ce qu'elle dit, Iris Marion Young? Disons, pour résumer ce qu'elle dit, c'est qu'elle pose la question, mais bon, les habitants d'Afton se sont mobilisés pour s'opposer à la construction. C'était une usine géante, hein, qui aurait traité des centaines de milliers de tonnes de déchets par an, et qui se sont opposés aussi bien d'ailleurs aux conséquences, aux risques de santé que ça donnait, à différents niveaux, mais aussi aux conséquences sociales et politiques que ça risquait d'avoir. Et la question qu'elle pose, c'est: est-ce que ces habitants d'Afton, on appelle à une juste distribution des risques liés aux déchets, hein, une juste distribution des usines de déchets? Non, dit-elle, hein, je dirais, bon, on sait effectivement que les bons déchets, ce n'est pas ceux qu'on distribue bien, c'est ceux qu'on ne crée pas. Bon. Donc le problème va un problème distributif. Le problème, dit-elle, est un problème de qui décide. Qui a décidé, hein, que cette usine de traitement de déchets serait installée à cet endroit-là? Donc le problème n'est pas de déterminer un schéma idéal d'attribution des pollutions, hein. Le problème, c'est la question de qui prend les décisions, qui a accès à la prise de décision. Et elle a tout à fait raison, hein, de dire, mais avant qu'il y ait un problème de justice distributive, on va y revenir dans la dernière partie de mon intervention, avant qu'il y ait un problème de justice distributive, il y a un problème de justice participative. Alors, je signale là deux philosophes, l'un que je vous ai déjà nommé, Dale Jamieson, et puis un autre, David Schlossberg, qui sont tous les deux des théoriciens de la justice environnementale et qui ont tous deux suivi Iris Marion Young, hein. L'article d'Iris Marion Young date de 1983, hein. La réflexion de Jamieson et de Schlossberg est postérieure, et tous les deux ont dit, ben oui, c'est vrai. C'est un problème d'accès à la décision, c'est un problème de justice participative. Donc, Dale Jamieson, vous l'avez dit en début, revenant sur l'examen des principes dont vous avez parlé au début, ces principes de justice environnementale adoptés par le sommet des peuples de couleur sur les questions environnementales, mais il regarde, il y a 17 principes, et bien dans 17 principes, il est très peu question de justice distributive, alors qu'il est question d'autodétermination ou de respect de la diversité culturelle. Autrement dit, on a là moins une question de justice économique, disons de justice économico-sociale, qu'une question de démocratie. Et je voudrais terminer cette deuxième partie. Je suis un petit peu en retard, mais j'en ai plus pour très longtemps. Je voudrais terminer cette deuxième partie en vous racontant une histoire suisse, hein. Généralement, c'est une histoire belge, mais là, ça sera une histoire suisse. Et elle n'est pas très drôle, en fait. Elle est plutôt émouvante. Je l'emprunte au livre que vous connaissez sans doute du philosophe Michael Sandel, hein, Ce que l'argent ne saurait acheter. Et donc, je vous ai donné je lui ai mis la référence dans la traduction française. Et l'histoire est la suivante. Bon, il donne des références, hein, Sandel renvoie à des articles, l'histoire est censée véridique. Et donc, on a demandé aux citoyens suisses
si, au cas où le Parlement fédéral le préconiserait, ils voteraient pour l'implantation d'un site d'enfouissement sur le territoire de leur commune. Hein, donc une situation comme celle d'Afton. Mais où ils auraient la possibilité de participer à la décision. Et ils ont répondu oui à 51%, commentaire de Sandel que je reprends, leur sens du devoir civique pesant plus lourd que les risques encourus. Mais, c'est là que l'histoire devient, à mon avis, particulièrement édifiante, c'est quand on leur dit, si en plus on vous offre un dédommagement monétaire, si on vous paye, hein, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on implante l'usine pour le dépôt de déchets, bon, c'est l'histoire de Bure, hein, pour qu'on mette le dépôt de déchets nucléaires chez vous? Eh bien, là, ils ont répondu beaucoup moins nombreux que oui. Hein. Les réponses favorables ont diminué de moitié. Alors, bon, l'esprit civique des Suisses est bien connu. Ce n'est pas forcément la même chose en France, mais pour avoir été membre de la commission qui s'est occupée du débat sur le plan national de gestion des matières et déchets nucléaires, et donc de m'être retrouvé dans des conditions un peu difficiles à Bure, je peux vous dire que la question se pose en France et que la question qui est la question que pose Iris Marion-Young, qui est de dire, bon, qui décide et qui peut dire que c'est là qu'il faut l'implanter? Quels sont les arguments? Vous savez, il y a toujours cette histoire de NIMBY, not in my backyard, hein, et on accusera les gens de Bure ou les gens ou la communauté d'Afton de ne s'occuper que de ses affaires. Mais, et de ne pas penser à l'intérêt général. Ben, l'intérêt général, c'est qu'on enfouisse les déchets. Et la réponse la question que pose Iris Marion-Young, qui est une question de philosophie politique, et d'action politique, c'est mais comment est-ce qu'on établit l'intérêt général? Est-ce que l'État est vraiment un arbitre neutre au-dessus des partis qui décide? Si on dit aux gens, je vous dis de Bure ou d'Afton, ben oui, c'est vous parce que vous n'êtes pas nombreux, parce que le territoire est désert, est-ce que c'est un bon argument? Est-ce qu'on y arrive en donnant plein d'argent aux communes, hein, ce qui est le cas à Bure? Donc tout ça, c'est ce genre de questions qui sont, je le répète, des questions politiques. Alors, je vais terminer mon dernier temps pour dire, bon, ne serait-ce que parce qu'on peut dire que toute justice est une distribution, hein, la vieille définition en latin du juste comme suum cuique tribuere, rendre à chacun le sien, c'est une façon de dire que c'est toujours distributif. Précise, Madame Larrey, vous avez encore 10 minutes si vous voulez, hein. On peut déborder. Oui, mais bon, Vous avez le temps j'aime de faire le mieux. grand point. C'est Merci. intéressant, donc allez-y. Donc vous avez 10 minutes encore. Voilà. D'accord, c'est gentil. Mais je vais pas trop, je Voilà, répondrai mais, aux questions. prenez le temps de terminer votre présentation. Je le prends. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Donc, revenons à cette définition distributive de la justice. Hein. Alors, je reprends, je vous le mets en anglais parce que je veux commenter les termes. Donc, la distribution des bénéfices et des coûts des environmental commodities, je vais y revenir, suivant les principes de la justice. Alors, je vous ai dit, souvent dans des textes anglais, à la place de cost, il y a burden, qui est moins technique, plus général. Et ce que nous venons de voir, si vous m'avez suivi dans mon histoire suisse, hein, et dans la réflexion développée par Iris Marion-Young, c'est que les burdens, les charges, les responsabilités, disons, se mesurent pas toujours monétairement. Hein. Et que, aussi bien, enfin, ce que montre l'histoire suisse, c'est que accepter ce qui est une charge, effectivement, hein, d'habiter dans la proximité d'un dépôt de déchets nucléaires ou autre, hein, ben, c'est une charge, mais c'est une charge qui pose des questions politiques et qui ne peut pas être mesurée monétairement. Il n'y a pas forcément de compensation monétaire. Donc, de ce point de vue-là, s'il y a quelque chose qui est distribué, c'est de l'ordre des droits politiques et c'est absolument pas monétarisable. La deuxième question, et je terminerai là-dessus, c'est sur le terme en anglais de commodities, hein, qu'on traduit généralement en français par marchandises.
disons, par un terme plus neutre, hein, des biens environnementaux, mais des biens marchandisables. Et est-ce qu'on peut définir les biens environnementaux comme des marchandises, hein? Est-ce que c'est du côté de ce qu'on distribue, ce qu'on peut évaluer? Alors bon, une évaluation monétaire ne signifie pas forcément une marchandisation, mais disons qui rentre dans le évaluer, monétariser, marchandiser. Bon. Or, je vais aller très vite parce qu'il m'aurait fallu toute une séance pour le montrer. Je vais faire simplement référence à des choses que peut-être vous connaissez, sinon ben, je vous donne les premières pistes pour travailler dessus. C'est là que la question environnementale, justement parce que ce n'est pas une histoire de commodité, hein, de marchandises simples, a été posée comme la question des communs. Alors je vous donne là les deux références sur la question des communs en matière environnementale, qui est l'article de Garrett Hardin, publié en 1968, hein, dans la revue Science, la tragédie des communs. Alors disons très vite, hein, que Garrett Hardin il prend l'exemple d'un pâturage sur lequel les habitants d'un village mettent leurs bêtes et que bon, ce pâturage n'appartient à aucun d'entre eux et que donc pour avoir le rendement, les profits maximum, ils surchargent en bêtes, ça dégrade le pâturage et donc finalement tout le monde y perd. Et donc ce que laissait entendre Gary Hardin, qui est un écologue, hein, ce n'est pas un économiste, mais ça a été beaucoup repris par les économistes ensuite, l'article de Gary Hardin, c'est que on avait donc des choses qui n'appartenaient à personne et qu'il fallait soit en faire des biens publics, au sens économique du terme, mais à les mettre sous contrôle de l'État, soit en faire une propriété privée. Or, et que donc, du point de vue de la justice, hein, la question environnementale, c'était une question de marché ou État, hein, pour aller vite. Et la réponse est faite par Elinor Ostrom et son équipe, dont le travail sur les communs, à qui le travail sur les communs vaudra le prix Nobel, je crois en 2007, mais je n'ai pas vérifié, je ne suis pas totalement sûr, hein, mais elle va donc publier ses études dans l'idée de la gouvernance des communs, qui a été traduit en français. Oui, mais j'ai tout ça dans la zut, je l'ai plus. Si, traduit en français en 2010. Hein. Le livre est publié en 1990. Et donc, ce que va montrer Elinor Ostrom, c'est ce que c'est tout anthropologue et tout historien d'une certaine façon, c'est que des choses qui n'appartiennent à personne, ce n'est pas le cas des communs, des communs environnementaux, que ce sont au contraire, que la propriété commune n'est pas une absence de droit, hein, mais que, au contraire, c'est ce qu'elle désigne en anglais par l'expression de bundle of rights, un faisceau de droits, et c'est ça qui constitue les communs, alors au sens économique de biens publics impurs, c'est-à-dire où il y a accès libre, mais rivalité dans l'usage, et que donc c'est commun, elle va les définir comme par trois caractéristiques qui vont être reprises dans toute la discussion sur les communs, c'est des ressources. Bon, elle a beaucoup travaillé sur la pêche, hein, donc ça peut être du poisson, ça peut être n'importe quelle ressource, parce qu'elle a aussi travaillé sur le digital, enfin sur le numérique. C'est des ressources, c'est une communauté qui exploite ces ressources, et c'est des règles régissant ces ressources, et des méta-règles au sens où on peut réviser ces règles. Alors, il reste à savoir si ces règles sont des règles de justice, ce qui n'est pas du tout évident, mais c'est en tout cas comme ça qu'est abordé. Vous voyez qu'on sort des questions de justice distributive ou qu'on les réélabore de façon très particulière. Et je voudrais alors là terminer en reprenant moi, ce que j'ai proposé il y a déjà un certain temps, hein, au début des années 2000, et c'était sur les questions de biodiversité, qu'on ne parle pas de commun,
bon, si je mets entre guillemets, c'est qu'en fait, derrière, il y a le mot anglais de commons, hein, parce qu'en français, ça veut dire d'autres choses. Donc, on ne parle pas de ces accès libres, rivalité dans l'usage, mais qu'on parle plutôt de monde commun. C'est-à-dire que dans l'idée de commun, on ne considère pas qu'on a affaire à des ressources. Alors, l'exemple qu'on peut prendre, et je m'appuie là-dessus sur un article de l'écologue Jacques Lepard, qui est paru dans un ouvrage collectif sur les communs dirigé par Perrine Michon, qui prend l'exemple des espaces protégés. Et où il dit, mais est-ce que les espaces protégés sont des... Alors, pensez aux parcs naturels, hein, nationaux ou régionaux. Est-ce que les espaces protégés, on peut les définir comme des ressources? Eh bien non, dit-il. Je cite, hein, ce ne sont pas des ressources que l'on consomme, mais plutôt des choses, alors on pourrait discuter, hein, mais disons des choses, hein, comme terme neutre, sont plutôt des choses que l'on peut dégrader, que l'on peut perdre, que l'on peut prendre, mais dont on peut prendre soin. Donc la question n'est pas utiliser, consommer, la question est comment avoir soin de ceux qui constituent, d'où l'idée de monde commun, hein, de ce qui constitue notre monde commun et qui a affaire de soins, plutôt que donc de care, plutôt que d'arbitrage entre des droits, de justice distributive, et qui, là encore, pose des problèmes politiques. Hein. Comment est-ce que cette communauté se régit démocratiquement? Pas. Et donc, vous voyez que là aussi, on prend des distances par rapport aux théories dominantes autour de Rawls, mais on pourrait dire la même chose sur l'utilitarisme, aux théories dominantes de la justice. Hein. Donc l'idée que bah, les ressources ne sont pas premières. Hein. Il y a une condition de possibilité des ressources, et c'est la façon dont nous habitons notre monde et dont nous le considérons ou non comme un monde commun. Alors, j'ai profité honteusement. Et, voilà. Emmanuel Zemmour nous pose une question sur, donc il nous dit en fait, il y a une dimension essentielle des inégalités environnementales, c'est leur aggravation dans le temps. Et donc, ce qui pose une question d'inégalité intergénérationnelle, puisque donc, les générations futures sont probablement encore plus touchées que nous par ces inégalités environnementales. Comment on peut intégrer à la réflexion sur la justice cette dimension d'un problème qui arrive et qui même s'accroît? Ouais. Alors, c'est une bonne question, bien sûr, ce qui ne veut pas forcément dire que je ne suis pas capable d'y répondre. On dit souvent que c'est une bonne question quand on ne peut pas y répondre. Alors, il y a effectivement ce qui a été dit d'aggravation dans le temps, et donc de ne pas en rester uniquement à des questions de justice intragénérationnelles, qui sont celles dont je vous ai parlé, mais d'envisager des questions intergénérationnelles, c'est des générations à venir. Alors, simplement, moi, j'ai un peu de problème avec toute l'importance qu'on a donnée à la justice intergénérationnelle pour deux raisons. La première, je dirais, c'était d'autant plus important, on a mis d'autant plus en avant les questions de justice intergénérationnelle que les effets des dégradations environnementales, et en particulier, qu'est-ce qu'apporte le changement climatique? C'est la globalisation, hein, c'est le fait que nul n'échappe, il n'y a aucun endroit du monde qui ne soit pas atteint par le changement climatique. Bon, et c'est pour ça qu'on s'est mis à parler d'anthropocène, hein, qu'on s'est dit, mais on est dans une terre nouvelle, hein, on est dans une ère terrestre nouvelle. Mais et donc, on sait, alors moi en tant que philosophe, donc, enfin qui travaille sur les questions de normativité, on s'est beaucoup focalisé sur, bon, ben maintenant il n'y a pas vraiment de problème, mais il faut penser aux générations qui viennent après. Hein, et c'est bon, l'intervention de la référence au développement durable et donc à la justice intergénérationnelle, dans aussi bien
le rapport Brundtland de 1987 que la déclaration de Rio de 1992, hein, où le développement durable est défini comme le développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. Je dirais que en faisant ça, on le faisait d'autant plus que les questions présentes étaient moins urgentes. Je pense, je suis pas non plus tellement d'accord avec l'utilisation du terme d'urgence écologique, mais c'est quand même dire qu'on a des problèmes et que, actuels, et que se focaliser sur les questions intergénérationnelles, c'est un peu une façon d'oublier les problèmes intragénérationnels, qui sont les problèmes sociaux, les problèmes des inégalités sociales que j'ai fait apparaître. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai tendance à penser que si on traite bien les questions intragénérationnelles en se disant que, de toute façon, les décisions qu'on prend sont des décisions de longue portée, hein, c'est pour ça que j'aime pas le terme d'urgence, qui n'ont pas uniquement pour objectif de pallier les problèmes actuels, mais qui vont engager des conséquences à long terme. Mais si on prend comme référence la dimension sociale des problèmes intragénérationnels actuels, on traitera bien les questions intergénérationnelles. Et je rajouterais, bon, vous avez tous entendu parler, je pense, du débat qui s'est fait autour du rapport de Nicolas Stern, hein, qui a donné une sorte de sérieux économique à la question de la lutte contre le changement climatique, en disant, bon, si on ne s'en occupe pas maintenant, ça coûtera encore plus cher après. Et que donc, tout s'est traduit, hein, avec la réponse de Nordos, hein, celui qui a eu le prix Nobel d'économie pas très longtemps après, disons mon nombre du tout. Tout ça est une question de taux d'actuarisation. Tout ça s'est traduit une fois de plus comme une tentative pour monétariser et traduire en évaluation économique des problèmes qui, c'est ce que j'ai essayé de montrer, et ça a été ma fil conducteur de ma présentation, sachant que je parlais à des économistes, qui ne peuvent pas être abordés uniquement en termes d'évaluation économique, en termes de quantitatif et en termes de mesures. C'est pour ça, tout en reconnaissant la pertinence, hein, de la question posée par la justice intragénérationnelle, qui est effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va se régler dans la génération présente, j'ai quelques méfiances vis-à-vis de réflexions qui donnent la priorité à la justice intergénérationnelle. Si je vais jusqu'au bout, je dirais c'est une façon de légitimer le fait que nous autres Occidentaux, nous aimerions bien pérenniser notre propre mode d'exploitation des choses. Voilà, et là je vais un peu à la limite de ce que je voulais dire. Donc voilà ma réponse. D'accord. Alors ça rejoint, donc il y a des questions un peu spécifiques sur la justice climatique. Donc Ouais. on a compris, il y a J'avais dit que j'étais prête à répondre. voilà, un sous-élément en fait de l'ensemble de la justice environnementale. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur le concept même de justice climatique? Et je pose en même temps une question qui est posée par Olivier Louaille. Comment penser la répartition équitable des efforts à fournir aussi par rapport au réchauffement climatique, donc dans les pays, mais surtout entre les pays? Donc Olivier Godard a, semble-t-il, enfin moi je n'étais pas au courant, mais remis en question l'idée que les pays développés doivent faire plus au vu de leur responsabilité historique, car cela n'était pas perçu à l'époque comme un problème au moment de jusqu'aux années 90. Voilà. Donc, comment on peut penser donc cette justice climatique? Merci. Alors, bon, je reprends ce que je vous disais. Je vous disais la justice climatique, c'est pareil. Enfin, c'est un sous-ensemble ou un sous-élément de la justice environnementale parce que vous avez aussi la double référence de mouvements qui se fédère sous le nom de justice climatique, hein, c'est cette série de manifestations qui est en 2015, mais qui a depuis, hein, toutes les manifestations autour de Greta Thunberg, etc. Bon, ça relève de la justice climatique, donc une mobilisation sur les questions de justice climatique. Et puis, c'est d'autre part
l'idée, bon, la question qui est posée, quels seraient les principes d'une juste distribution? Alors, d'une juste distribution de quoi? Des efforts à faire pour faire face à la justice climatique. Et Olivier Godard a en effet écrit en 2007 ou 2018 un repère, hein, à la découverte, aux éditions de la découverte, où il remet en cause l'idée que, eh bien, et c'est ça l'élément dont je n'ai pas parlé et qui est constitutif de la question de la justice climatique, qui est la question de la responsabilité historique. C'est ça le problème spécifique de la justice climatique. Je m'explique. Non seulement, si on prend le changement climatique, c'est quelque chose qui s'étend sur des centaines d'années à venir, peut-être plus, hein. Bon, c'est pour ça que je vous dis, on a parlé d'une nouvelle ère qui est à peu près irréversible, mais c'est aussi quelque chose qui commence il y a longtemps, hein. On peut dire que, bon, on peut faire démarrer avec la révolution industrielle, au début du 19e siècle, la consommation de plus en plus importante de combustibles fossiles et donc l'augmentation des volumes de gaz à effet de serre. Donc, quand on commence à s'intéresser aux questions de changement climatique, disons dans les années 60-70, c'est déjà une vieille histoire. Et c'est déjà une vieille histoire, et donc va très vite se poser le problème de la responsabilité historique, étant donné que si on dit, alors là aussi il peut y avoir des discussions, hein, on peut dire mais c'est pas seulement le CO2, c'est aussi le méthane, mais enfin restons-en à la combustion des énergies fossiles. Ben, c'est l'Occident ou le Nord industriel et capitaliste qui est responsable du changement climatique. Et donc l'idée, et qui anime les premières conférences internationales après, hein, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique adoptée en 1992, hein, les conférences, les COP, les conférences des parties qui se réunissent après, réunissent donc les parties signataires de cette convention. Et à la première conférence qui va donner des textes précis, qui est celle de Kyoto en 1997, il est dit, en application de la question de la responsabilité historique, que seuls les pays développés, et il y a une annexe aux accords de Kyoto qui désigne ces pays, que seuls les pays développés ont à prendre en charge des tâches de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et puis effectivement, c'est là-dessus que s'appuie Olivier Godard, effectivement, dans les années qui vont suivre, disons entre 1997 et 2009, la COP de Copenhague, la conférence des parties qui se réunit et qui va se terminer sur un échec, qui est chargé de redéfinir l'accord de Kyoto, les autres conférences étant les conférences d'actualisation. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un développement de quantité de ce qu'on appelle des pays émergents, hein, ce qu'on va appeler les BRIC, ou de différents Brésil, Russie, etc. Surtout la Chine, hein, et la Chine qui, bon, à Kyoto, n'est pas dans l'annexe B, qui dit les pays qui doivent réduire leur émission de gaz à effet de serre, va devenir, après les États-Unis, et même devant les États-Unis, en valeur absolue, le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Alors, à partir de là, ce qui va se passer, c'est effectivement qu'on va effacer la responsabilité historique, et c'est là-dessus qu'argumente Godard. Alors moi, je peux vous dire, je ne suis pas du tout d'accord avec les arguments de Godard, mais qu'on va abandonner la question que la répartition des burdens, hein, non seulement des coûts, mais des charges pour faire face au changement climatique, viserait principalement ceux qui, historiquement,
ou sont les héritiers historiques de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Alors, c'est là justement que la notion de justice climatique va absolument éclater en deux. Alors, je rappelle aussi que en 1992, donc au moment au sommet de la Terre où est adoptée cette convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui va servir ensuite de référence, et adopté un principe qui sera toujours répété dans les COP suivantes. Il est dans Kyoto, il est dans l'accord de Paris de 2015, qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Donc, c'est de dire, c'est exactement la question, le titre de la présentation que je fais ce matin. Toutes et tous, égales et égaux, tous, c'est commun. Nous sommes tous les pays du monde. Alors, l'autre différence aussi de la question de la justice climatique, c'est beaucoup plus une question de justice inter-étatique que, moi je vous ai parlé de justice intranationale. Mais bon, on y arrive. Ça, ce n'est pas un problème énorme. Donc, nous sommes tous sur la même terre, hein, tous dans le même bateau, donc c'est commun, mais c'est différencié. Simplement, la précision de la différence, donc il y a effectivement, et on peut dire que c'est un problème de justice, sur la base de cette responsabilité commune dont personne n'est exclu, les charges vont être différenciées. Selon quoi? Alors, je vous ai dit, là, ce qui était le plus évident, parce que bon, bah, vous pouvez vous dire, bah oui, c'est les pays du Nord qui prennent ça. Et je peux vous dire que les pays du Sud leur ont dit ça. Hein. Prenez ça en charge, c'est votre affaire. Bon. Et il y a ça. Et puis de plus en plus, on va laisser tomber ça pour différentes raisons que donne, à mon avis, avec des arguments unilatéraux, Olivier Godard, pour différentes raisons. On va en renvoyer plutôt aux capacités à payer. C'est suivant la richesse des différents pays qu'on va contribuer. Donc c'est là que je vous dis ça. Alors, la question de la justice climatique éclate en deux ce qu'on voit dans les accords de Paris. Dans le préambule, l'expression justice climatique intervient comme une sorte de particularité culturelle. Hein. On dit, de même qu'il n'y a pas Pachamama, eh bien, il y a aussi certains pays reconnaissent, hein, avec beaucoup de générosité, l'accord commun. Certains pays sont attachés à la notion de justice climatique. Entendez par là la question historique, la question des responsabilités historiques. Et puis d'autre part, est répété alors très 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 souvent dans l'accord de Paris. Bon, vous savez qu'il y a deux textes dans l'accord de Paris. Il y a des articles qui sont plus contraignants que d'autres. Donc je ne vais pas rentrer dans les. Il faudra un juriste pour ça. Je ne suis pas juriste. Mais le principe des responsabilités communes mais différenciées revient sans arrêt. Et c'est dit que c'est l'équité. Hein. Donc vous voyez, ça éclate complètement. Alors juste pour préciser, la question est passionnante. Hein. Pour préciser l'argument, quel argument, en dehors de l'argument de fait, c'est-à-dire que les plus forts imposent leur volonté, en dehors de l'argument de fait, quel argument de droit peut-on donner pour cet effacement de la responsabilité historique? L'argument qui est donné, c'est quand dans les années, au XIXe siècle et pendant au moins la première moitié du XXe siècle, les pays riches se lancent dans la combustion des énergies fossiles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas les conséquences. On ne peut pas les rendre responsables de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ceux d'aujourd'hui, ils savent. Mais eux, ils ne peuvent rien faire. Vous savez que
ce qui caractérise le changement climatique, c'est que l'élévation actuelle de la température, par des phénomènes d'inertie, est l'effet d'émissions anciennes. Hein, nous ne souffrons pas immédiatement des conséquences de ce que nous brûlons maintenant. Ça sera plus tard. Hein. Bon, d'où l'importance effectivement de la justice intragénérationnelle. Et donc, on n'y est pour rien. Alors que, argument supplémentaire, les Chinois, eux, ils savent et ils peuvent. Donc, d'une certaine façon, les Chinois sont plus responsables que les Américains. Moi, ça me paraît un sophisme, mais il y a des réponses à ce genre de choses. Hein. Il y a des réponses à ce genre de choses. Alors, je vais vous dire l'argument, c'est de dire un héritage, on peut toujours nous héritons de ce qu'ont fait nous, les Occidentaux. Nous héritons de ce qu'ont fait nos aïeux. Nous en profitons, nous en bénéficions. Un héritage, on peut toujours le refuser. On est toujours en droit de refuser un héritage. Donc, de ce point de vue-là, de dire nos ancêtres ne savaient pas et nous ne pouvons pas, s'il y a quelque chose que nous pouvons, c'est refuser notre héritage. Et nous allons bien de le faire. Bon. Donc, de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité. Mais je dirais simplement, parce que le livre de Godard, dans le livre de Godard, il critique beaucoup deux philosophes américains et anglais qui sont les spécialistes de ces questions de justice climatique, qui sont Henry Shue, S-H-U-E, et Simon Caney, C-A-N-Y, qui avaient beaucoup cherché des arguments pour justifier ce qui est intuitivement évident, que c'est au pays du Nord quand même de prendre un fardeau un peu plus lourd. Et Godard, avec ce que je vous ai dit, que moi je pense qu'il y a pas mal de sophisme dans ce qu'il dit, mais il raisonne, il les rejette les uns après les autres. Le résultat de ça, j'en avais discuté avec Henry Shue, c'est qu'ils ont renoncé, Shue et Caney, à ce type d'argumentation, et que maintenant, ils argumentent sur la question des droits. C'est-à-dire des droits humains à un environnement sain, donc à appliquer les différents accords. Et de ce point de vue-là, notre affaire à tous, qui on appelle à la justice, ou la société civile en appelle à la justice pour appliquer des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre, on peut dire que c'est la transcription dans la réalité de ce déplacement qui s'intéresse moins à la responsabilité historique et argumente sur les droits. Mais je peux dire aussi, pour avoir vu, il y a une thèse d'un philosophe, d'un doctorant africain, que en Afrique, en particulier dans les pays d'Afrique, peut-être plus qu'en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, ça passe pas, cette histoire. Hein. Et que les gens à qui on a dit d'accord, vous êtes sous-développés, mais vous allez voir, vous allez vous développer, et puis qu'au moment où ils seraient prêts à se développer, on leur dit ah non, c'est terminé. Hein. C'est terminé parce que vous allez rajouter des gaz à effet de serre. Ils ne l'ont toujours pas avalé. Ouais. D'une certaine façon, on les comprend. Ouais. Ça rejoint sûrement votre distinction entre inégalité subie et induite aussi. Donc, oui, tout à fait. Exactement. Oui. Je rejoins donc une question qui va un peu dans ce sens-là, et je pense que vous pouvez faire des réponses peut-être plus rapides, juste parce que… Oui, je vais essayer. Non, mais là, c'est un gros problème. Hein, mais voilà, mais évidemment, je comprends. Donc, Anne Châteauneuf-Maclès nous parle les inégalités d'exposition aux dégradations environnementales ne possèdent pas aussi un problème de justice réparatrice. Et donc, elle a ajouté derrière que penser de la notion de dette climatique, mais je pense que vous avez répondu à la deuxième partie sur la dette climatique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de justice réparatrice ici ? Oui, mais c'est pour ça. Alors, je vous dis, je l'ai pas développé parce que je voulais insister sur participatif, distributif, et donc problème d'évaluation économique et problème de démocratie. Mais il y a un problème de justice réparatrice en ce sens que, ou ce qu'on pourrait appeler un problème de justice corrective. Hein. Il n'y a pas simplement la juste distribution, il y a ce que pose la question de la responsabilité historique. Hein. Comment corriger. Alors, est-ce qu'on va caractériser ça comme des crimes, comme des… Bon, ça, c'est encore un autre problème, mais oui, bien sûr. Oui.
Dominique Budin pose une question qui, pour moi, fait écho à des lectures antérieures sur la justice locale, un petit peu, John Ouais. Elsener, par exemple. Comment concrètement organiser la prise de décision pour l'implantation de sites polluants? Est-ce qu'il y a des solutions, enfin, est-ce que les réflexions éthiques que vous menez conduisent, par exemple, est-ce qu'on peut envisager des tirages au sort type convention citoyenne? Enfin, quel type de procédures, en fait, sont envisageables pour résoudre ce problème? C'est assez franchement compliqué parce que si vous voulez, ce que font, et c'est ce que j'ai appris en participant là, à cette commission du débat public qui a organisé le débat sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, c'est la question de la territorialisation de la justice. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, il y a des géographes qui ont très bien montré comment notre industrie nucléaire très centralisée est indifférente au territoire, alors que quand on allait dans des débats publics, les gens disaient bon, c'est un plan gouvernemental, hein, le PNGMDR, le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mais chez nous. Et donc, si vous voulez, pour moi, bon, les conventions citoyennes, ça peut être très bien, mais il n'y a pas de représentativité de la diversité des territoires. Or, c'est vraiment une question de diversité de territoire. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que ces histoires de commun, c'est quand même intéressant. Il y a une dimension locale que ce soit en démocratie représentative ou en démocratie participative, si on se met à un niveau global, on n'y arrivera pas. Mais alors, donc ça pose, parce que j'ai oublié une toute partie de la question, mais qui était importante de Dominique. À quelle échelle on peut définir l'intérêt général? Ça pose cette question-là. Et Parce ça, qu'on sait pas mais, l'implantation. je vous dis, moi, c'est ce que je trouve très très bien dans l'article d'Iris Marion Young, c'est qu'elle pose la question. Moi, j'ai pas de réponse, hein. Simplement, nous vivons sur un héritage, je dirais, rousseauiste centralisé, qui est l'idée que l'intérêt général, il se définit en venant d'en haut. Alors, ça peut être le peuple, mais c'est on définit l'intérêt général et puis on l'applique. Or, ce que montrent ces questions de justice territoriale, c'est que ça ne marche pas. Mais effectivement, ce que pose la question du NIMBY, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en tenir à sa propre histoire. Donc moi, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai dit, au moins, hein, souvent je dis, nous les philosophes, on ne donne pas les réponses, on pose les questions. Et ça énerve les gens. Mais j'ai envie de le redire, hein, on dit très souvent, bon, la question écologique, c'est la question d'intérêt général, oui, mais il est de moins en moins, la façon d'y parvenir est de moins en moins évidente. Donc, j'ai une autre question qui pose la question de. Ben, vous avez présenté, donc, vous montrez comment les inégalités sociales doivent prendre en compte les inégalités environnementales, d'accord? Et donc, on sait qu'on a des acteurs sociaux qui sont plus porteurs de revendications sur les inégalités sociales, d'autres sur les inégalités environnementales. Est-ce qu'il y a des rapprochements entre constatés et des études sur les rapprochements entre syndicats et ONG environnementales? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus poussé que d'autres ou pas? Alors ça, si vous voulez, c'est un gros problème, et c'est une vraie question. Euh, il y a justement une tradition syndicale qui est d'une... Bon, la question des inégalités environnementales, c'est la question du milieu de vie. C'est une question qui pose, on vient de le dire, pose le problème de la justice spatiale, territoriale, du local. Et il y a une tradition syndicale qui est de ne pas faire attention à ça. Et de ce point de vue-là, il y a un travail très, très intéressant qui a été fait par quelqu'un qui maintenant est au CNRS en France, mais qui avait fait ses études en Italie, qui s'appelle Laura Centemeri, qui a fait sa thèse sur Seveso. Vous savez, Seveso, c'est bon, cette usine Hoffmann-La Roche, accident et des pollutions, et en particulier dans le village de Seveso. Bon. Ce qu'elle montre très très bien, c'est que Seveso, ça a donné les normes Seveso. C'est-à-dire, ça a donné une législation au niveau du droit européen environnemental qui est extrêmement importante. Mais qu'en même temps, quand à Seveso même, les habitants de Seveso ont dit, bon, on a souffert, on a été malades, nos enfants ont été malades, bon, mais on a fait du mal à notre territoire à nous. C'est la commune, le sol de Seveso qui a souffert,
Ça, c'est pas compris par les syndicats, c'est ignoré par les syndicats et il faut des années et des années pour que les habitants arrivent à se faire entendre. Alors ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas parler de tout, mais c'est effectivement des mouvements féministes qui prennent ça en charge. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces mouvements de justice environnementale, c'est des mouvements dirigés par des femmes. Ouais. Alors, ça rejoint complètement une question de Marianne Fishman, qui en a posé deux d'ailleurs, hein, je n'ai pas oublié. Mais justement, est-ce que la référence au Caire, aux théories du Caire, sur la manière d'habiter le monde également, renvoie aux problématiques de l'écoféminisme? Tout à fait. Tout à fait. Si on regarde la définition que John Tronto donne du care, hein, dans du soin et du souci, c'est non seulement bon, ce qu'on met généralement dans le care, c'est-à-dire la famille et le soin médical, mais c'est aussi, dit-elle, notre environnement. Hein. Et donc, le soin, hein, quand j'ai repris la citation de Lepard, là, on peut vraiment traduire soin par care. Ouais. D'accord. Et est-ce que, donc, pour poser la deuxième question de Marianne, est-ce que la question de savoir comment habiter le monde peut être comprise comme une remise en cause, alors, ce qu'elle appelle le mode de production capitaliste, ou tout au moins comme une remise en cause de la course à la productivité? Bah oui, bah oui. Hein, j'ai pas lu le dernier livre de Latour, hein, qui normalement était hier en librairie. Je me le suis pas encore procuré. Mais ce qu'il dit dans Où atterrir, c'est exactement ça. Hein. Quand il dit que Où atterrir, il distingue entre la terre dont nous vivons et la terre où nous vivons. Hein. Il explique que la terre dont nous vivons, c'est 3, 2, 3, 4, 5, 6 terres dont les habitants des pays développés ont besoin pour satisfaire leurs besoins. Hein. Alors que la terre où nous vivons, hein, c'est là où nous nous trouvons, et il dit bah, il faut faire rentrer la terre dont nous vivons dans la terre où nous vivons, et, il invite à mesurer les attachements, hein, à mesurer qu'est-ce que nous voulons garder, etc. Or, si vous voulez, tout le productivisme est construit sur une sorte de mépris de l'espace matériel. Hein. Quand on a laissé la Chine produire tous les vaccins ou produire tous les masques, on a tenu pour rien la distance. Hein. C'était un simple paramètre. Or, c'est ça qui permet le productivisme. Habiter, ben, ce n'est pas la terre dont nous vivons, c'est la terre où nous vivons. Je trouve la distinction de la tour, je la trouve très bonne. D'accord. Je vais poser un peu dans le désordre. Il y a une question de Louise Julia qui pose une question un peu théorique, hein, sur le Caire, mais donc on est là pour faire de la formation permanente. Donc je la lis parce que je ne suis pas compétent complètement. Alors, vous amenez les théories du Caire comme nouvelle approche pour nourrir la réflexion autour des questions environnementales, par contraste aux théories traditionnelles de la justice sociale, Rawls notamment. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de la théorie de la justice d'Amartya Sen, qui porte également un regard critique vis-à-vis de la théorie de John Rawls, notamment par son approche en termes de justice comparative et non pas transcendantale comme Rawls, ou encore des auteurs comme Nussbaum, ou du moins est-ce que ces deux auteurs, donc Sen et Nussbaum, peuvent aussi constituer un point d'appui pertinent pour aborder les questions de justice environnementale? Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, si la personne qui a posé la question en veut plus, c'est une question que dans le collectif là, que j'ai dirigé sur les inégalités environnementales, c'est quelque chose que je dis à la fin de l'article que je fais là-dessus. En sens, c'est la question des capacités. Alors, c'est le point où Sen se démarque de Rawls, mais disons critique Rawls de l'intérieur, qui est ce que Rawls appelle les biens premiers, cette espèce de ce que tout individu aurait à sa disposition pour mettre en œuvre sa liberté. Et chez Rawls, c'est relativement abstrait. Sen ajoute que dans les biens premiers, c'est très important parce que on peut mettre en œuvre sa liberté ou pas. Si je prends l'exemple de l'accès à l'eau,
ben, on n'exercera pas de la même façon une liberté de consommer ou de produire, suivant qu'on a ou pas accès à l'eau. Donc, dans la définition des biens premiers, il y a l'idée de ce que je peux faire, pas simplement ce que je suis en droit de faire, mais de ce que j'ai la capacité de faire. Et de ce point de vue-là, prendre en compte l'environnement, c'est important. Alors, Martha Nussbaum, en particulier dans Frontiers of Justice, les frontières de la justice, hein, prend en considération, alors là ça deviendrait très technique, d'un point de vue plus aristotélicien, mais cette idée, si vous voulez, que nous ne sommes pas des purs individus abstraits définis par un certain nombre de droits, que nous les exerçons dans un contexte et que ce contexte est important. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'étendre les droits des humains aux animaux. Donc oui, tout à fait, on peut alors bon, justice comparative transcendantale, là, franchement, ça devient trop technique, mais oui, la réponse est oui. En gros, c'est des théories de la justice qui vont peut-être Il contextualise. oui, qui vont contextualiser. Donc, on a des acteurs qui sont situés et qui ne sont pas Voilà, dans des abstractions, derrière ouais, des voiles d'ignorance voilà. complètement, voilà, etc. Ça rejoint une question qui est plus en prise avec aussi nos besoins professionnels, puisqu'on est sur une formation Ouais. professionnelle de prof de SES. On a un chapitre du programme officiel de terminale qui s'intitule Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale. D'accord. Et donc, Casim nous demande les inégalités environnementales peuvent-elles être compatibles avec une quelconque conception de la justice sociale et quelle conception de la justice sociale on pourrait mettre face à ces inégalités environnementales. Alors, il y a eu, je ne vais pas développer parce que ça me paraît pas sérieux. Euh, il y a eu, je vous ai dit, les inégalités environnementales, ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités. C'est la dimension environnementale des inégalités sociales et ça oblige à les redéfinir. Parce qu'on ne peut plus prendre en compte uniquement des évaluations de revenus ou de patrimoine. Alors, il y a eu une tentative pour dire, c'est un anglais, son nom m'échappe, mais je le retrouverai, qui a dit ah mais ça ne se recouvre pas toujours, par exemple, c'est un anglais, hein, ceux qui habitent tout près de la Tamise sont beaucoup plus exposés à des risques d'inondation que ceux qui habitent plus loin et pourtant c'est les plus riches qui habitent plus près. Bon, ça me paraît pas sérieux, hein. Donc on pourrait dire ça c'est des inégalités compatibles avec la justice sociale. Non, moi je pense qu'un des plus grands dangers actuels de choses qui pèsent sur la justice sociale, c'est les inégalités environnementales, hein. Donc, alors si on prend le principe de différence de Rawls, je vois pas très qui est, vous savez, le principe de différence de Rawls, c'est les inégalités admissibles sont celles qui profitent aux plus défavorisés. Je vois pas très bien en quoi une inégalité environnementale peut profiter aux plus défavorisés. Donc, j'ajoute en plus, on peut dire, vous savez, l'argument, bon, dit du ruissellement, mais, mais que Kennedy donnait sur la vague qui soulève la marée qui soulève tous les navires au port, hein, l'idée que les inégalités sont tolérables parce que petit à petit ça va s'arranger, puisque les plus riches vont tirer les plus pauvres derrière eux. Eh ben non, avec les inégalités, avec la situation environnementale, et justement cette espèce de façon de dire ben non, vous ne pouvez pas vous développer comme vous le faisiez avant, il y a l'idée que ben non, on ne peut pas attendre que ça s'arrange plus tard. Donc moi, ça me paraît, dans les arguments qui disent il y a des inégalités qui sont compatibles avec la justice sociale, il me semble que massivement, les inégalités environnementales ne rentrent pas dans ces arguments. Et que penser, alors c'est une question personnelle puisqu'elle n'a pas été posée, mais je pense qu'on se la pose un peu tous, que penser des modèles comme, vous avez cité Nordos par exemple, le prix Nobel, qui calcule des taux d'actualisation un petit peu sur les dégâts environnementaux au cours du temps, et la conception philosophique implicite qu'il y a derrière, qui quand même contribue à justifier, en tout cas estimer que certaines réparations ou certaines corrections des dégâts environnementaux ne sont pas justifiées au vu d'un calcul coût-bénéfice, complètement.
Écoutez, rapidement, plusieurs choses, hein. Ce qu'a bien montré la distinction entre Nordos et Stern, c'est que la question du taux d'actualisation, ce n'est pas une question technique, c'est une question morale, hein. Donc là, on revient à la question de la justice intragénérationnelle. Et puis d'autre part, sur la question coût-bénéfice, je vous renvoie, parce que moi je le trouve excellent, hein, au livre, alors c'est un économiste, au livre d'Antonin Potier, qui est un élève de Godard d'ailleurs, mais au livre d'Antonin Potier qui s'appelle Pourquoi les économistes réchauffent le climat, où il explique très bien comment, et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, n'étant pas économiste, comment le calcul coût-bénéfice euh, sous-estime forcément l'évaluation des dégâts environnementaux. Et ça, c'est extra. Moi, j'ai été complètement convaincu par le livre. Ouais. Et d'ailleurs, mais c'est un peu la philosophie implicite. Vous savez, les économistes ont tendance à dire qu'ils n'ont pas de conception philosophique, hein, mais Ils en ont. quand on a Lucens, celui qui ne cite aucun économiste est souvent l'esclave d'un économiste mort ou du passé. Et c'est souvent le cas. Donc là, il y a une philosophie implicite, utilitariste, en fait, sûrement, Oui, oui. voilà, mais qui ne dit pas son nom. Voilà. On est arrivé un petit peu au bout Oui. des questions. Je crois qu'on a posé toutes les questions. Je pense que ça serait intéressant, peut-être qu'on m'a autorisé à déborder de 5 minutes. Il y avait cette question qui était un peu technique sur qu'apporte la conception d'Amartya Sen ou des conceptions de la justice qui seraient plus situées. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour les collègues d'expliquer un peu mieux en fait ce point-là. Qu'est-ce qu'on entend par des théories de la justice dans lesquelles les acteurs ne sont pas, il n'y a pas une conception transcendantale de la justice, mais une conception plus avec des acteurs situés, etc. Vous avez parlé de Nussbaum, je crois, par exemple. J'ai parlé de Nussbaum. Alors, Nussbaum, je vous dis, je ne connais pas tout. D'accord. Et moi, je pourrais en parler plus sur la question des animaux et sur la question de, de prendre en charge la question des espèces. Je dirais, par rapport. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'entend pas. C'est pour ça que je ne veux pas me lancer dans le transcendantal, parce que moi je suis désolée, je suis agrégée de philo, et donc je récite mon Kant quand on dit transcendantal, et donc ils en font un usage assez discutable. Donc je veux pas rentrer là-dedans. Je dirais simplement, mais c'est. Je reviendrai sur la question de la territorialisation. Je crois que c'est ça que permet Amartya Sen. Si vous prenez Rawls, alors c'est pas seulement la question du voile d'ignorance, mais on a, comment dire, bon, Rawls, la théorie de la justice a eu des critiques qu'on a dit, qui se sont dit, hein, communautaristes, dont Sandel, que je citais, et un, qui a dit, bon, il n'y a pas des individus abstraits substituables les uns aux autres, il y a des individus qui appartiennent à des communautés. Sen a critiqué ça de façon très juste en disant mais il faut qu'il y ait un pluralisme de l'appartenance communautaire. Et en posant que, bon, par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un vous faites partie vous êtes, je ne sais pas moi, islamique, bon, parce que y a une pluralité d'appartenance, hein, et Sen dit bon, mais je suis indien, mais je suis aussi, j'ai fait mes études à Oxford, à Cambridge, à Oxford, etc., etc. Bon, donc à cet enracinement que proposait le communautarisme, bon, Sen ne se retrouve pas du tout là-dessus. Ce qu'a fait apparaître les questions environnementales, c'est bon, ce que disait Aldo Leopold, qui est un des premiers théoriciens de l'éthique environnementale, c'est que nul être vivant, y compris les humains, ne sont indépendants de leur environnement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont définitivement marqués par ça. Ça veut dire qu'ils ont des liens.
Et donc, je pense que la notion de capacité, l'idée des biens premiers, hein, de ce qui définit, bon, qu'est-ce qui va définir quelqu'un, un individu, de quoi est-ce qu'il dispose, il y a notre situation environnementale. Et donc, faire l'inventaire, si on est dans une perspective de droit et de liberté, tout ne m'est pas possible. C'est différent de dire que quand on dit une appartenance ethnique ou culturelle, et suivant tout un tas de données qui ne sont pas seulement territoriales ou qui ne sont pas seulement écosystémiques, qui sont aussi culturelles, etc., il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire ou pas. J'ajoute ce que donne, et ce n'est pas du communautarisme, ce que donne la référence environnementale, c'est qu'il me sont possibles de faire à plusieurs. Hein. Ça ne définit pas une communauté, mais la situation environnementale, je la partage avec d'autres. Donc ça introduit la question du commun. Et c'est là que je pense que, je ne suis pas bon, je n'ai pas énormément travaillé sur scène, hein, il y a des gens qui en savent beaucoup plus sur scène et les capacités que moi, les gens qui travaillent sur rôle se méprisent assez, bon bref. Mais il me semble que, je vous dis, c'est ce que je disais à partir de la tour, Rawls, il est vraiment dans tout nous est possible. Ce que nous découvrons avec l'environnement, c'est que tout ne nous est pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée des capacités de scène et que reprend Nussbaum dans différents textes, en particulier dans Frontiers of Justice, c'est que nous pouvons faire l'inventaire de ce que nous faisons, de ce que nous pouvons faire. Et de ce point de vue-là, la question des inégalités environnementales est importante.